3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Duburen est avec nous, directeur des investissements chez OTA Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Gustavo Renstein à nos côtés également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Et Florent Martini avec nous autour de la table ce soir. Bonsoir Florent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de gestion chez Trecento Asset Management. Florent, je prends un peu d'avance sur la fin du mois de novembre, mais qui est un mois intéressant à décrypter. Ça a été un mois de rallye généralisé, avec tout d'abord un rebond obligataire. On a vu des taux longs se détendre aux États-Unis, en Europe, et un rebond action qui a ramené notamment toute une partie de ces marchés actions qui étaient, j'allais dire, un peu au fond du gouffre, en tout cas qui souffraient de la hausse des taux longs tout au long de l'été, qui a ramené une partie de ce marché action quand même, alors sur le devant de la scène, je ne sais pas, mais en tout cas à des niveaux où on respire peut-être un peu mieux, Florent. Qu'est-ce que vous retenez effectivement des dynamiques de ce mois de novembre? La question suivante étant, est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on imagine que les tendances observées en novembre puissent se prolonger encore un peu? Alors peut-être qu'on va venir sur l'origine du rebond. Je crois que le truc numéro 1 du rebond de novembre, c'est probablement le positionnement qui était extrêmement bear, extrêmement short. Je crois qu'il y avait des niveaux, des volumes de short qui étaient extrêmement élevés. On l'a vu chez les CTA, les fonds global macro, qui ont, je crois, racheté 40 milliards de dollars d'actions sur le S&P en une semaine. Et ça s'est fait à un timing où, en fait, l'année peut se jouer en 1 ou 2 semaines de perf. Et donc, probablement que ça drive une émotion qui est extrêmement forte. Et ça a alimenté ce rebond qui était extrêmement violent. Après, on peut l'expliquer d'un point de vue fondamental. Effectivement, ça a commencé avec Yellen, qui a commencé à dire qu'on allait ralentir le rythme des émissions d'ici la fin de l'année. Puis Powell, qui était un peu moins hawkish dans son discours. Puis le chiffre d'inflation qui était un petit peu en dessous des attentes. Donc tout ça a contribué à une détente obligataire. Moi, ce que je retiens de ce rallye-là, c'est que j'ai été assez frappé par, 1, la volatilité du marché obligataire, et 2, la versatilité des anticipations de hausse des taux, de baisse des taux, pardon, sur 2024. Oui, on ne sait plus. Maintenant, c'est baisse de taux. Et on est passé de 1 à 2 baisses de taux à 4 en quelques jours, quelques semaines. Ça a été extrêmement rapide. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le sens de l'histoire, puisqu'effectivement, on a de la désinflation. On a un marché de l'emploi qui est en train de ralentir un petit peu. On voit qu'il y a quelques signaux de craquellement ci et là sur les résultats des entreprises. Si je prends 2 gros secteurs, l'industrie par exemple, on a commencé à avoir des signaux dès le mois d'août sur les publications du T2, sur les entreprises qui étaient très exposées à la Chine par exemple. Il y a des valeurs japonaises, une entreprise comme Fanuc par exemple, qui a fait un warning extrêmement sévère et qui a dit, d'ici la fin de l'année, les carnets de commandes, ils vont baisser de 50%. Waouh. Donc, engin de chantier, Fanuc, c'est voilà, ça. Si robotique, engin de chantier. Très industriel. Ça s'est confirmé sur le T3 avec l'industrie lourde, tout ce qui est machinerie. Si je prends les emblématiques, Caterpillar, John Deere, on tablait sur un ralentissement du carnet de commandes 0,5%. Puis ils ont dit, ça va être plutôt 5-15%. Donc il y a un ralentissement qui est assez clair sur l'industrie. Le fret également, on voit qu'il y a une très forte baisse des prix du fret, du coup, et moins d'échanges commerciaux, donc les valeurs de fret ont pas mal souffert. Si je prends l'autre gros secteur qui est la consommation discrétionnaire, là, effectivement, on a eu des petits warnings. Alors, il y a eu Hasbro, par exemple, il y a eu Whirlpool. Si je prends la santé, c'était intéressant parce que, par exemple, chez AbbVie, c'est tout ce qui est Botox qui a pêché. Si je prends Merck, c'est tout ce qui est animaux de compagnie. Si je prends Align Technology a fait un gros warning. En fait, Align, c'est Invisalign, donc c'est le réalignement des dents. Il a fait un gros warning. Et alors, c'est un truc... Donc, on va dire de la médecine de confort. Oui, voilà, des dépenses discrétionnaires. Qu'on peut reporter. Voilà. Il y a un truc dont on a assez peu parlé et que pas mal d'entreprises soulignent, c'est le fait qu'on a repris les remboursements des emprunts étudiants. Ouais. Et ça, probablement, que ça a un peu tapé quand même chez le consommateur américain et qui s'est dit, ces dépenses-là, je vais un petit peu les reporter. Donc, oui, il y a un ralentissement qui me semble assez clair. Maintenant, de là à complètement changer de braquet aussi vite sur les baisses de taux l'année prochaine, je trouve que c'est un petit peu rapide. Moi, je constate 2 choses. 1, c'est que les conditions financières, elles se sont quand même considérablement détendues.
marché des taux qui a baissé, enfin les taux qui ont baissé. Dollars, taux, les equity, les spreads de crédit financiers. Et puis il y a l'inflation qui baisse quand même beaucoup plus vite que les salaires aux États-Unis. Donc ça, vous redonnez du pouvoir d'achat aux consommateurs. On a vu les chiffres du Black Friday, bon, ça se passe plutôt très bien. Donc oui, il y a un ralentissement. Voilà, maintenant à changer de braquet aussi vite. Et je pense que la prochaine correction de marché, peut-être qu'elle se joue là. Peut-être qu'il va y avoir un petit peu un repricing des attentes sur la baisse de taux l'année prochaine. Je pense que le marché n'a pas encore trouvé un vrai point d'équilibre là-dessus. Je crois qu'on est à la 7e ou 8e fois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. On est habitué à ce genre de séquence depuis 18 mois maintenant, enfin depuis le début des hausses de taux. Au début, on se disait il n'y en aura que 3, et puis après, on a vu que ça n'allait pas être le cas, et puis on a quand même joué des pivots d'Ovich tout au long de la séquence de hausse de taux. Voilà. Et vous dites là à nouveau peut-être que le biais du marché est d'aller un peu trop vite, trop fort, même si le sens du voyage est bien celui de baisse de taux désormais. On a un peu exagéré. Du coup, s'il y a correction salutaire, elle viendra probablement de là. Maintenant, c'est probablement une occasion de se repositionner. Là, à court terme, effectivement, il y a beaucoup d'indicateurs techniques qui sont un peu en surchauffe, donc probablement qu'il y a un moment de consolidation. Maintenant, je pense que le fait qu'on soit en surchauffe, ça ne vient pas d'une euphorie. Ça vient plutôt de ces rachats de short du positionnement violent. Et donc, je vois absolument pas d'euphorie quand je regarde les titres un par un. Je trouve que les constructions déjà techniques sont très propres. On ne voit pas des pentes à 90 degrés, des mouvements extrêmement violents sur les actions. C'est plutôt construit, c'est plutôt sain. Et puis en termes de valorisation, on n'est pas du tout excessif. Et il n'y a pas d'excès, même si je prends les deux grosses histoires de 2023. Si je prends le couple Eli Lilly, Novo Nordisk, d'un côté, Eli Lilly se traite sur un... Alors, on valorise ces titres-là maintenant comme des valeurs de croissance. C'est plus de la pharma, parce que c'est 50% de croissance de BPA. Donc un PE ne fait pas trop sens. Mais si vous regardez un PE rapporté à la croissance, le PEG, on est sur un niveau de 1,7. Ça fait 3 ans que Lilly est à ce niveau-là, en fait. Donc, en fait, on a juste traduit la hausse des BPA dans le cours de bourse. Il n'y a pas d'inflation de multiples. Et l'autre, si je prends Nvidia, elle est au plus bas historique en termes de valo. C'est au plus bas historique en termes de valo. Sur les 10 dernières années, en tout cas, c'est un PEG de 1. Donc, c'est au plus bas depuis 10 ans. Ça. Voilà. Donc même sur les extraterrestres de 2023, il n'y a pas, vous ne voyez pas de surchauffe. Et ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'euphorie dans ce marché-là. Donc, probablement qu'il y a encore de la place vis-à-vis d'une correction à court terme. D'accord, oui. On peut corriger un petit peu après ce rallye. Le sens de l'histoire, c'est une poursuite du rallye. Xavier, votre analyse du mois de novembre et dans les dynamiques de marché, qu'est-ce qui a intéressé? Qu'est-ce qui est nouveau peut-être? On en parlait entre nous avant le début de l'émission, mais l'histoire des small et mid cap reste évidemment une histoire à laquelle on prête de l'attention quand même. Déjà, si on prend un peu de recul, il vaut mieux parler d'un rebond qu'un rallye, puisque le marché est revenu quasiment sur ses points hauts de l'été, à quelques pourcents près, en tout cas en Europe. Moi, ma lecture, c'est que, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines sur ce plateau, mais c'était de se dire que le marché, en fait, s'est fait très peur sur les 50 derniers points de base de hausse des taux aux États-Unis. C'est-à-dire que le marché était en progression assez forte quand on est passé de 1,5 à 4,5, et puis de 4,5 à 5, là, c'était la panique, et le marché avait sombré sur le mois de septembre. Ah oui, parce qu'on se disait on part à 6, voire à 7. Certains nous entretenaient l'idée que ça pouvait aller à 7. Notre vision, c'était de se dire on a fait 99% du chemin de la hausse des taux et qu'on arrive sur des points hauts et qu'on aura une stabilisation, voire une baisse. Mais entre ces 50 derniers points de base, le marché s'est fait très peur, les investisseurs se sont fait très peur. Et puis là, c'est un peu le demi-tour où finalement on se dit les taux rebaissent, donc on reprend du risque et le marché remonte. Donc on a gommé une exagération. Et il est important aujourd'hui de pouvoir se concentrer sur la suite. Donc il y avait des bonnes opportunités à saisir dans le creux de marché, mais ce qu'on constate finalement, c'est qu'on est en train de tout normaliser. On normalise des taux, une situation de taux de zéro négatif qui était une aberration, qui n'avait pas de sens. Donc on normalise des taux, certes à des niveaux élevés, mais on les a normalisés. On normalise aussi une inflation qui était trop basse, qui était bien trop haute et qui aujourd'hui revient sur des niveaux... Alors, il y a encore un peu de baisse d'inflation à venir, mais structurellement, qui sont des niveaux plutôt normatifs. Donc,
On a 6 séquences. On a parlé des salaires réels également, où on retrouve un peu de pouvoir d'achat. L'inflation avait gommé ce pouvoir d'achat et on est en train de normaliser un peu toutes ces situations, notamment aussi sur le marché de l'emploi. Et ça s'est vu aussi sur les valorisations. Ces derniers semestres, on arrivait avec des valeurs qui étaient toujours plus chères et qui avaient atteint des niveaux de valorisation qui étaient vraiment très difficiles à justifier. Et c'est valable aussi sur le segment de la cote qui était le plus décoté, où on avait atteint des niveaux de valorisation qui, là aussi, n'étaient pas justifiables en termes d'actifs nets, etc. Et donc, cette normalisation globale que j'ai décrite, on le voit aussi sur ces valorisations et on l'a vu sur des valeurs qui étaient très chères. Le luxe, par exemple, c'est un bon exemple où on a eu finalement des baisses de 15-20% sur certains titres pour gommer des exagérations de valorisation. Et vous avez évoqué les petites et moyennes capitalisations. Là aussi, on a atteint des niveaux de sous-valorisation par rapport aux grandes capitalisations qui sont quasiment historiques. Il y a eu 2 fois sur ces 20 dernières années où on a atteint de tels niveaux. Et ce qu'on constate, et ce qu'on a un peu constaté dans le rebond là, ou la partie un peu contrariante, c'est-à-dire prendre des paris et regarder un petit peu plus loin que le brouillard qu'on a à très court terme, a été plutôt payant. Il y a 2 exemples. C'est le secteur de l'immobilier coté, bien sûr, où on a eu un rebond très très fort, 16% entre le point bas et le point haut sur quasiment 6 semaines, avec des valeurs qui ont repris 20, 30, 40% pour certaines. Et donc là aussi, on avait atteint des niveaux de décote par rapport aux actifs nets qui étaient bien trop exagérés, donc on a gommé ça. Et on commence à voir enfin, alors vous me direz à chaque fois qu'on se voit, on parle des petites et moyennes capitalisations. Bah oui, mais parce qu'on suit. Est-ce que c'est le moment? Bah oui. Bah oui. Mais là, on peut noter que chez certains gérants sur cette catégorie de petites et moyennes capitalisations, aussi bien européennes que françaises, ils font part d'intérêts de plus en plus marqués de la part d'investisseurs institutionnels. Ça, je pense que c'est un vrai changement, avec certains fonds qui ont vu des souscriptions de la part d'institutionnels, qui peuvent être des compagnies d'assurance notamment, et aussi de la part de gestion privée et un peu de retail qui commence à arriver. Donc, on voit bien que sur ce segment des petites et moyennes capitalisations, le marché a mis le doigt sur une valorisation qui est injustifiable. Même si on a un ralentissement économique, on a des sociétés qui sont de bonne qualité, on a des sociétés qui sont pas très endettées, qui ont gardé les bons réflexes de la grande crise financière et qui sont concentrées sur la génération de trésorerie, qui sont concentrées sur la protection de leurs marges, etc., etc. Donc, il y a dans le marché aujourd'hui des très bonnes affaires à faire. Donc c'est le retour du stock picking et de la sélection, mais c'est aussi le retour sur des classes d'actifs qui ont été venant des instituts, c'est des signaux faibles quand même qu'il faut guetter. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera récompensé pour ce type d'investissement, mais en tout cas il y a des mains profondes qui sont prêtes aujourd'hui à prendre ce risque sur les small et mid cap. Il y a un peu de collecte, bien sûr, ou de valorisation ou de performance de marché, c'est qu'il y a un appel des instituts, c'est des comités d'investissement. C'est lourd, c'est long, c'est des décisions qui prennent du temps. Et quand on appuie sur le bouton, c'est qu'on a quand même bien réfléchi au sujet. Normalement. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. Il ne faut pas oublier que c'est une classe d'actifs qui a de la volatilité. C'est une classe d'actifs qui a des problématiques aussi de liquidité. Donc si on a des institutionnels, des assureurs qui disent « Ok, on y va », c'est donc que le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui. Gustavo, sur ces considérations de marché, moi je veux bien qu'on prolonge la discussion sur l'aspect small et mid cap. Je trouve assez emblématique, effectivement. Alors il y a les Magnificent Seven et puis il y a tout le reste. Et le reste, en Europe, c'est beaucoup les marchés mid et small également, désertés depuis un bon bout de temps aujourd'hui, dans la perspective 2024. Est-ce que c'est le genre de classe d'actifs, si on le considère comme une classe d'actifs, auquel on a envie de donner une chance ? Oui, je partage en fait beaucoup de choses qui ont été dites et je suis plutôt d'accord. Chez Dorval, Asset Management, on est sur cette même, quand même, un certain optimisme mesuré sur effectivement la classe active des petites capitalisations, notamment européennes. Pour ce qui a été dit, effectivement, les valorisations. C'est vrai que les institutionnels qui s'étaient gavés de private equity et d'autres, qui est une classe active pour le coup, qui connaît quelques moments plus difficiles. Et il se trouve que finalement, pour avoir des entreprises un peu le même genre, mais finalement à des valorisations beaucoup plus attractives,
On prend un risque de liquidité, mais enfin, je dirais que les institutionnels sont bien préparés à prendre un risque de liquidité. S'ils le prenaient dans le private equity, où il y a une veille par an, je pense que ils peuvent aussi supporter la volatilité du moment qu'on ne la regarde pas. Et ça revient un peu au même, et puis de ne pas la regarder. Donc, je pense que il y a effectivement un retour d'intérêt. Je confirme qu'on commence à être interrogé sur ces classes d'actifs et qu'il y a eu un parcours effectivement très très mauvais, et pas depuis cette année. Ça date En Europe, ça fait quelques temps. Et voilà. Et même quand on parle aux chefs d'entreprise, certains disent je ne comprends pas la bourse, je ne comprends pas ce que fait mon entreprise sur les marchés, valorisé comme ça, tout le travail qu'on fait, tout ça valorisé à ce prix-là. Et donc, à la limite, même si on avait une perspective de sortie de cote, de rachat, il y a de toute façon beaucoup de valeur dans cette classe d'actifs. Et donc, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Sinon, quand on prend globalement ce qui s'est passé cette année, ça a été dit, mais fondamentalement, ça part quand même du marché obligataire. Et je dirais que ça a été... novembre, c'est la fin du déni obligataire. Il y avait un problème de positionnement, une attente éternelle d'une récession forte, notamment aux États-Unis, qui allait un peu nettoyer. On allait repartir un peu dans un scénario que j'appellerais conclusif, avec une récession et ça repart. Et le marché obligataire était positionné dans cette perspective-là, une inversion très importante de la courbe des taux, etc. Des taux réels finalement plutôt bas. Et tout ça s'est arrêté en novembre. Je dirais qu'en novembre, c'est le mois où c'est la fin du déni obligataire, c'est le mois où le higher for longer est dans les prix, dans les esprits, tout le monde a accepté cette idée-là. Et ça explique cette détente qui a été un peu vite, il n'y a pas de problème, effectivement, mais je la comprends en même temps. Je comprends quelque part le retour à la fois c'est finalement le retour du portfolio balance, c'est le retour d'un portefeuille qui était vraiment le portefeuille le pire à avoir depuis 3 ans, et qui de nouveau redevient plutôt un portefeuille qui semble raisonnable, c'est-à-dire d'avoir des actions, d'avoir, on sait bien, un actif qui va être sensible au cycle, et de l'autre côté, de le hedger, en partie en tout cas, avec des taux longs notamment américains ou européens. Alors c'est vrai, cette question notamment de la valorisation des taux longs, des obligations longues, c'est surtout vrai aux États-Unis. Vraiment, la valorisation est revenue tout à fait raisonnable, des taux réels largement positifs, au-dessus de 2%. Donc ça semble tout à fait raisonnable. En Europe, on n'y est pas encore complètement. Encore que ça dépend ce qu'on regarde, évidemment. Mais disons que le barycentre des taux, qui serait plutôt les taux français que les taux allemands, on est autour des 3%, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas sûr que ce soit une valorisation ultra attractive, mais bon, vu les difficultés de l'Europe, ça peut être quand même de nouveau une couverture raisonnable dans les portefeuilles. Donc c'est le retour du portfolio balance, de l'intérêt effectivement pour les petites et moyennes capitalisations. Et puis... je crois qu'on reste avec l'idée que le rallye action peut se poursuivre dans les prochains mois. Sur le plan macro, Gustavo, comment vous réfléchissez à 2024 ? Est-ce que ça peut être une année normale, dans la poursuite de la normalisation qu'on décrivait ? Alors peut-être des croissances un peu inférieures au potentiel, mais voilà, aux États-Unis, comparé encore une fois à un troisième trimestre, on était 2 fois au-dessus du potentiel en termes de croissance. Donc une espèce de rééquilibrage assez normal, soft landing, ou est-ce qu'il y a quand même un risque à un moment que quelque chose craque, le consommateur, l'investissement, les marchés, j'en sais rien. Comment on réfléchit à cette idée-là pour 2024 ? Parce que là, ce que les marchés nous disent, c'est soft landing, pour l'instant j'achète, c'est l'idée tenace quand même chez les investisseurs et dans le marché. Oui, du coup, les chiffres qui sortent ressemblent à ça. Donc, on peut imaginer que l'avenir sera différent, mais ce qu'on observe, c'est bien un truc qui ressemble à un soft landing, une résilience de l'économie. Elle ralentit effectivement, mais enfin, c'est tout à fait acceptable. Les taux de chômage toujours très, très bas. Et en même temps, l'inflation qui baisse effectivement de manière seule, quoi. Donc ça donne l'impression de ça, d'un contre-choc d'offres. Après le choc d'offres négatif, un choc d'offres positif. Et donc, effectivement, un scénario qui semble idéal. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que dans ce scénario, ce qu'il faudrait effectivement, c'est un ralentissement américain, mais pas forcément un ralentissement européen. Je crois que si on rêve, le scénario dont on rêve, et qui est un peu quelque part le consensus, c'est plutôt une réaccélération en Europe, c'est-à-dire que le point bas européen, c'est maintenant, et à partir de là, ça réaccélère, notamment la partie industrielle. Réaccélère parce que le déstockage, et surtout le point le plus important, c'est de se souvenir d'où on vient, c'est-à-dire que 2022 c'est un choc énorme sur donc des termes de l'échange, un choc énergétique gigantesque en Europe, très très violent, très fort, dont l'économie doit s'ajuster. C'est déjà ajusté de manière assez incroyable quand on y réfléchit. Et ce qu'on attend aujourd'hui en Europe par rapport à ce qui était attendu le lendemain de l'invasion
de l'Ukraine par la Russie, c'était une destruction de l'Europe. Bon, on est toujours là. Ouais. Mais bon, forcément, ça a un coût. Et ce coût, on le voit maintenant. Sauf qu'il semble, c'est raisonnable de penser que le gros du coup s'est passé, qu'on est dans une phase d'ajustement. Ça y est, les centrales nucléaires françaises produisent de l'électricité. Ça se normalise aussi. Parmi les nombreuses normalisations, il y a celle-là. En tout cas, un ajustement de l'économie. On ne retrouvera pas le pétrole, ni le gaz russe, mais l'économie s'est ajustée. Ça prend du temps, mais voilà. Donc, ce qu'on a devant nous, c'est quand même moins dur que ce qu'on a déjà passé. Donc, le redémarrage, notamment industriel européen, c'est quelque chose auquel on peut souscrire. Et par ailleurs, la désinflation, avec des salaires qui montent, c'est un pouvoir d'achat qui revient. Il n'y aura pas de baisse des prix. Je pense que, enfin, bon, il y en a eu vendredi, mais dans les Black Friday, on n'a pas espéré beaucoup plus que ça. Oui, mais même avec 1% d'inflation, les prix augmentent. Bon, enfin, je veux donc dire, les prix augmentent, mais moins vite. Oui. Et comme les salaires vont rattraper, normalement, le pouvoir d'achat va quand même. Heureusement qu'on ne reviendra pas au prix d'il y a 10 ans. Enfin, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Donc il va y avoir quand même ces effets-là qui vont être positifs. Et aux États-Unis, effectivement, on voudrait plutôt un ralentissement. Ouais. Parce que s'il fallait décrire, effectivement, s'il fallait que je vous décrive le scénario le pire, le crash, c'est pas la récession. Non. Ce serait au contraire l'inflation qui réaccélère, une économie américaine beaucoup trop forte, l'inflation réaccélère et la Fed qui retape du poing sur la table. Ouais. Ça, par contre, c'est un crash. Ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment le scénario le pire qu'on peut imaginer. Oui. Mais même et ça reste quand même dans un coin de la tête, j'imagine, des banquiers centraux. Alors là, ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a plus de hausse de taux devant nous. Mais voilà, la gestion du higher for longer, il y a aussi derrière cette idée que relâcher trop vite les efforts de lutte contre l'inflation, c'est aussi prendre le risque peut-être d'un redémarrage ou d'une réexpansion de l'économie à un rythme qu'on n'a pas envie de voir aujourd'hui. Tout à fait. La pause actuelle, c'est le résultat d'un équilibre entre deux risques, le risque d'en faire trop et le risque de ne pas en faire assez. Je regardais, là, on a eu les chiffres immobiliers des grandes villes américaines. Ça fait 7 mois que les prix de l'immobilier rebondissent aux États-Unis. Alors, on a eu une grosse descente des prix immobiliers, mais ça fait 7 mois qu'on a des prix positifs, mois après mois, sur le marché américain immobilier. Oui, non, mais avec un effondrement des transactions. Oui, il n'y a pas de transactions. Non, donc le prix ne veut peut-être pas dire grand-chose à ce stade. Sur la partie des entreprises, actions, Florent, comment est-ce que ce discours macro, comment est-ce qu'il va se traduire pour vous en 2024 ? Est-ce que les bénéfices des entreprises vont être un soutien au marché actions ? C'est à la fin de la journée, c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Oui, mais on peut avoir des années très bénéficiaires et des crashs de marché. Enfin voilà, ça peut être un peu décalé dans le temps entre guillemets. Alors vous allez pas aimer parce que je crois que chaque année on vous dit que c'est l'année du stock picking. Oui. Mais là j'ai des éléments à vous proposer. Je crois que le fait qu'il n'y ait pas de consensus d'un point de vue macro, ça fait moins de consensus d'un point de vue de micro. Et c'est là que le stock picker il fait son travail en fait. Donc pour vous répondre, ça dépend vraiment des secteurs, ça dépend vraiment des sous-secteurs, ça dépend vraiment des entreprises. Il y a un vrai travail à faire. Donc il y a des entreprises qui vont réagir beaucoup mieux à l'environnement économique auquel on va être affronté. Des entreprises beaucoup moins bien, ça se voit déjà. Il y a des dispersions intrasectorielles qui sont très significatives. Si je prends le luxe, Hermès, c'est pas Kering, Ferrari, c'est pas LVMH. Et ça se voit dans énormément de secteurs. Si je prends la techno, la techno, très intéressante parce qu'en fait, sur la partie cloud et tout ce qui touche à l'intelligence artificielle générative, en fait, le point d'accélération, il est maintenant. Et il est vraiment en train de se passer là. On a vu les résultats de Microsoft. C'est 5 trimestres consécutifs de décélération sur Azure. Là, on réaccélère. Et vous avez un management qui se projette sur 6 mois, alors que d'habitude, il se projette au trimestre. Il est extrêmement conservateur. Donc, il y a une réaccélération assez forte qui se fait. Je ne parle pas des résultats d'NVIDIA parce que c'est stratosphérique. Mais il y a un rallye en fait qui est en train de s'étendre au niveau de la techno. On voit par exemple une valeur comme Datadog qui nous dit aujourd'hui l'intelligence artificielle ça représente 5% de notre revenu récurrent annuel. 50% pardon. Donc c'est une accélération qui est considérable. On voit une entreprise comme Palantir, donc spécialiste des algorithmes d'IA, qui est en train de gagner des contrats. Tous les 10 jours, ils annoncent un nouveau contrat. Donc il y a vraiment un point d'inflexion qui est extrêmement fort et probablement qu'en fait ça va permettre au rallye de sortir des sets magnifiques. C'est ça la question. Oui, je comprends. Parce que l'idée, donc il y a du momentum derrière ce thème de l'IA générative. La question c'est de savoir combien d'entreprises en profitent. Il n'est pas joué partout. Côté, il n'est pas joué partout.
il y a eu un gros rebond en début d'année sur toute la techno parce que ça venait d'une année qui était terrible, où il y avait des valeurs qui avaient perdu 80-90%, donc il y a eu un rebond technique. Là, il y a la deuxième phase du rebond qui se fait avec de l'accélération. Des perspectives fondamentales un peu plus lisibles. Ouais, je comprends. Sur la techno, le deuxième point qui est intéressant, c'est sur la partie PC, où en fait, il y a une réaccélération du cycle qui est très intéressante. Ouais. Alors, juste pour refaire l'histoire, c'est Covid, donc télétravail, tout le monde s'équipe, donc on surstocke, et puis la demande baisse, donc affaiblissement très fort du cycle sur les PC. Là, on est en train de revenir. TSMC, Samsung ont commencé à dire, voilà, au T4, il y a un bottom qui arrive. Et puis surtout, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'il y a une grosse licence qui arrive à expiration sur Windows XP. Donc ça donne quelques bips de croissance. Il y a des outils d'IA qui arrivent dans les PC. Mais bien sûr, les nouveaux processeurs. Enfin, voilà, si on veut bénéficier pleinement des développements de l'IA générative sur son hardware, il faudra des nouveaux équipements. Donc on va tous racheter un PC, un téléphone, là, dans les 9 mois qui viennent. Les prix des PC ont beaucoup baissé ces dernières années. Ah ouais. Donc les entreprises, plutôt que faire une mise à jour et de passer sur un... Oui, je comprends. Elles rachèteront l'équipement. Voilà. Ah ouais. Donc il y a un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. Et donc ça, pour l'écosystème de la techno, il y a beaucoup de sous-segments qui sont positivement impactés. Évidemment, les fabricants de PC, mais aussi tout ce qui est puces à destination des PC. Donc sur la techno, il y a un rallye, à mon avis, qui va s'étendre. Voilà. Qui est en train de s'élargir. Les bénéfices, soutien des marchés actions en 2024, Xavier ? Alors, plusieurs choses. Si on regarde les attentes aujourd'hui qui sont à prendre un peu avec des pincettes, mais pour 2024, le consensus attend une croissance des bénéfices par action aux États-Unis de 11-12%. Ouais. Et on est à 6% en Europe. Donc, voilà. Cela dit, c'est sans doute un peu trop exagéré, mais là aussi, on normalise, je dirais, le cycle de révision des bénéfices par action parce que ces dernières années, le consensus commençait toujours à 8% de croissance des bénéfices et puis on terminait à 0. Proche 0. Donc voilà, là, il y a eu un peu de perturbation avec le Covid et l'après-Covid, mais globalement, on peut s'attendre à ce qu'on ait des croissances de bénéfices par action à 0, voire un peu négatives en Europe compte tenu de l'environnement. Et puis les États-Unis, peut-être pas à 11, 12, mais peut-être à 8. Bon, ça, on verra bien. Plusieurs facteurs sans doute qui pourront aider les marges à bien tenir. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, notamment aux États-Unis, c'est que depuis 2 ans maintenant, les entreprises américaines ont des taux de marge qui sont quasiment à leur plus haut historique, aux alentours de, on va dire, en moyenne 17%, pour une moyenne historique qui est peut-être à 13-14%. Donc il y a quand même de la place. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une très forte chute des marges des entreprises américaines pour l'année prochaine. Ça pourra peut-être baisser à 16% ou 15,5%, mais pourquoi ? C'est que ça a été évoqué notamment sur les prix de l'énergie. C'est vrai que c'est valable en Europe. Les entreprises avaient fait des plans intégrant des prix de l'énergie très élevés. Ouais, et donc, avec cette très forte chute des prix de l'énergie, de l'inflation, ça laisse un buffer ou un coussin pour les entreprises et pour les niveaux de marge. Donc qui permet de compenser par exemple la hausse des salaires d'une certaine manière. Ou en tout cas qui permet de tenir peut-être des objectifs qui s'étaient fixés en termes de marge. Donc ça, c'est un élément qui est assez positif. Et puis il y a l'aspect valorisation aussi qui est important. Et qui peut dépendre aussi d'un exercice qui a été fait par Fidelity, qui, en gros, par rapport à l'inflation, on donne un niveau de valorisation. Ouais. Si on a un taux d'inflation qui est aux alentours de 2-3%, qui est le mandat de la BCE, finalement, le price earning calculé pour le marché européen est aux alentours de 15. Aujourd'hui, on veut 12, ça veut dire qu'il faut être très acheteur du marché action. Si on a une inflation qui se maintient aux alentours de 3-4%, finalement, on a un marché qui doit se payer aux alentours de 12 fois, quel cas aujourd'hui. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on ne peut rien attendre du marché. Si il va falloir se concentrer, et c'est encore une fois le retour du stock picking, mais de se concentrer sur ces entreprises qui ont des capacités dans un environnement
dégradé en attendant une inversion positive à partir de 2025. Mais ces entreprises qui ont la capacité de pouvoir maintenir leurs marges, qui ont la capacité de fixer les prix, la capacité de gagner des parts de marché. Et ça, on en trouve dans les grandes capitalisations, mais aussi dans les petites ou moyennes valeurs sur des secteurs de niche. Donc, voilà ce qu'on peut dire, c'est que les attentes, c'est difficile à la fin de l'année de se dire qu'est-ce qu'on peut attendre là. Il faudra attendre les publications annuelles qui vont arriver au cours du premier trimestre pour avoir vraiment des données des entreprises qui vont nous donner des objectifs pour l'année prochaine. Gustavo, j'aimerais bien qu'on puisse dire un mot des émergents. Alors, c'est toujours une sphère qui n'est pas homogène, mais bon. Est-ce qu'il y a de l'intérêt peut-être pour cette sphère émergente, là aussi, dans la perspective 2024 ? C'est sûr qu'avec le poids de la Chine, ça a été une année compliquée encore pour les émergents, mais on peut regarder peut-être en dehors de la Chine de ce point de vue-là. Puis je voudrais qu'on dise un mot aussi des questions budgétaires et de finances publiques, mais sur les émergents, quelle est un peu l'histoire que vous avez en tête sur le plan des marchés, j'entends, pour 2024 ? Alors là aussi, évidemment, chaque zone a une histoire différente. Donc l'Amérique latine, c'est vraiment l'histoire de la baisse des taux d'intérêt. Ils sont déjà dans cette phase-là. Ça commence au Brésil, au Pérou, bientôt le Mexique aussi. Donc, tout le monde va rentrer dans cette phase-là. Ils ont, on dirait, la gestion macroéconomique a été plutôt bonne. Donc ils vont essayer d'en récolter un peu les fruits maintenant. Après, c'est pas évident que ce soit le marché action qui soit la meilleure manière d'exprimer une vision sur les taux d'intérêt en Amérique latine. Le marché obligataire pléthore, ils sont beaucoup plus gros d'ailleurs et beaucoup plus développés que les marchés actions. Mais bon, sûrement que dans les actions aussi, il y a plein d'histoires spécifiques. Et là, c'est lié donc la question de macro d'Amérique latine. En Asie, ça n'a absolument aucun rapport. D'autres histoires. Bon, il y a la Chine. Bon, ça, on en parle beaucoup. Et bon, vous savez toujours la même histoire sur la Chine. C'est qu'il y a une énorme différence entre la Chine et le marché chinois. Les entreprises chinoises, c'est encore autre chose que ce qui se passe vraiment dans la macro chinoise. Et bon, le message sur la Chine, c'est voilà, ça se stabilise effectivement. Il peut y avoir quelques bonnes nouvelles, mais dans le fond, on n'a pas non plus très envie dans ce monde où on sent que l'ennemi reste quand même quelque part l'inflation. On n'a pas non plus envie que la Chine soit en plein boom, parce que importer la désinflation chinoise, c'est ce qui peut nous arriver de mieux pour les matières premières, etc. Donc une Chine qui ne va pas trop bien, dans le fond, c'est le meilleur scénario du point de vue des marchés globaux. Voilà, après, une petite accélération est possible, mais vraiment que la Chine tout d'un coup sorte complètement de tous ces problèmes sont des problèmes qui sont suffisamment lourds pour peser durablement. Quant au reste de l'Asie, c'est que des histoires spécifiques. On sait qu'il y a énormément de questions locales. Il y a des élections l'année prochaine. Calendrier intense. Donc il y en a des questions, des questionnements qui sont spécifiques à chacune des régions et des zones. Donc voilà un peu. Puis, quand on prend les émergents, il y a toute l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, qui va relativement mal. Je disais par exemple que le Kenya, finalement, ne lèvera pas des capitaux cette année. Les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Ils voulaient même lever en euros, je crois, c'est ça. J'ai vu ça. Et ils ont décidé de ne pas le faire, parce que les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés. Et toute cette région souffre énormément. Et il y a un énorme défaut dans toute cette région-là. Donc les émergents, c'est vraiment quelque chose qui est très très différent. Et je crois que voilà, il faut vraiment regarder au cas par cas. Et globalement, pour vous chez Dorval, il n'y a pas l'idée, vous n'avez pas envie d'être foncièrement agressif sur cette thématique émergente en 2024, à ce stade? Non, pour l'instant. Et on continue de penser d'ailleurs qu'en général, lorsqu'on s'intéresse aux pays émergents, on peut aussi le faire dans le monde action, notamment. On peut le faire avec les entreprises du monde développé qui sont exposées à ce qui se passe dans les émergents, que ce soit l'Inde ou d'autres pays. L'autre question, c'était comment est-ce que le marché, les investisseurs vont regarder la question des finances publiques et des déficits budgétaires. Je le disais, ces 2-3 dernières années, de voir des États conduire des déficits extraordinaires pendant les périodes Covid, guerre en Ukraine, etc., ça a été plutôt très bien perçu par le marché, par les investisseurs. Ça a été un énorme soutien à la croissance, peut-être trop, parce que derrière l'inflation, etc., mais en première intention, c'est comme ça que le marché quand même a lu et compris les politiques budgétaires très agressives qui ont été menées jusqu'à présent. Elles vont l'être peut-être un peu moins, ces politiques budgétaires, mais on va quand même continuer de conduire des déficits publics importants en Europe, très importants aux États-Unis. Est-ce qu'à un moment, le marché va changer de regard par rapport à ces déficits ? Oui, alors, je crois quand même que tout se normalise pas non plus. Il y a des choses, il y a quand même des choses qui se referment. Bon, là, c'est plus quelque chose
on referme quand même une grande période qui s'était ouverte, je pense, avec la crise financière de 2008-2009. On referme une grande période d'insuffisance de demande. Il y avait un côté dépression, pas très forte dans le fond, parce qu'on a passé cette période sans avoir l'impression qu'il y avait une dépression, mais il y avait une insuffisance de demande chronique. On l'a vu avec l'inflation très basse, le fait que la politique monétaire était effectivement très... on en était à se dire, on ne boit pas un âne qui n'a pas, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. C'était tellement déprimant de se dire ça. Le budget n'a pas joué son rôle dans toute cette période. Et l'Europe, c'était l'exemple, l'archétype de l'exemple d'une politique monétaire, d'une politique budgétaire, qui n'a pas du tout aidé. Toute cette période se referme quelque part maintenant. Et donc la politique budgétaire, on n'en attend plus maintenant qu'elle comble une insuffisance de demande. On attend d'elle qu'elle prépare l'économie à la transition énergétique, plein de choses, plein de dépenses, sans parler de la sécurité et des questions géopolitiques, mais plus vraiment l'insuffisance de demande. Parce que maintenant, on peut dire qu'elle est plus ou moins comblée. Et donc, oui, je pense qu'il y a une attente différente maintenant, effectivement, d'une stabilisation des finances publiques et d'un retour, d'un atterrissage. On va appeler ça comme ça. On parle des soft landing. Il y a aussi un atterrissage des finances publiques vers des niveaux beaucoup plus soutenables. C'est-à-dire qu'il y aura un moment de confrontation entre le marché et des États qui semblent avoir assez peu d'appétit aujourd'hui pour la consolidation de leurs finances publiques. Oui, non, la réponse, c'est les banques centrales, c'est la hausse des taux d'intérêt, c'est ça qui est la pression. Mais elle vient d'abord, quelque part, des banques centrales, simplement parce que la dépense publique a beaucoup soutenu la demande et que, du coup, explique au moins en partie le choc inflationniste des dernières années. Et donc, ça nécessite effectivement je dirais un atterrissage, pas trop violent, si possible, mais quand même d'avoir un plan au moins de retour progressif à des finances publiques plus ou moins stables. Oui, un plan crédible, effectivement, de consolidation de ces finances publiques. Encore une fois, avec un calendrier électoral qui va sans doute tendre les débats autour de ces questions budgétaires, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Il y a encore du travail là pour le Congrès, je crois, d'ici le 15 décembre. Il faut quand même se mettre d'accord sur un nouveau package d'aide, etc. Enfin voilà, on est toujours dans les mêmes histoires. Les États-Unis sont plus compliqués que l'Europe. Oui, c'est assez chaotique. Oui. Et puis il y a toujours la perspective d'un risque de shutdown en début d'année, etc. Enfin voilà, on est toujours dans cette séquence-là aux États-Unis. Si on dit un mot des thématiques peut-être qui sont les thématiques cœur chez Trecento, alors on a parlé de la tech, bien sûr. Et sur la santé, ça n'a pas été une grande année boursière pour les grands labos. Mis à part Eli Lilly et Novo, les deux vedettes de l'année aux États-Unis et en Europe, bien sûr, quels sont les arguments qui peuvent amener les investisseurs peut-être à reconsidérer un peu la thématique santé au sens large? Encore une fois, sachant que 24, c'est année électorale aux États-Unis. Oui. Moi, j'ai toujours en tête, depuis les petits tweets d'Hillary Clinton il y a quelques années sur la santé, que ça peut mettre quand même pas mal le bazar dans le secteur. Exactement. Oui, alors déjà, pourquoi c'est pas une bonne année? Je pense qu'il y a un positionnement. Ce qu'a été la Chine en termes d'allocation géographique en début d'année, en termes de consensus, je pense que la santé, en termes d'allocation sectorielle, c'était pareil. Ouais, tout le monde était hyper positif sur la santé. Parce qu'on tablait sur une récession très forte qui n'a absolument pas eu lieu. Donc il y a eu une déception des investisseurs. Il y a eu l'avènement des JLP-1 et de Novo et de Eli Lilly. Donc il y a une très grande nouvelle, une révolution extraordinaire sur le segment de la santé, comme on n'a pas vu depuis 25 ans, je crois, mais qui a disrupté le marché de la santé, notamment l'équipement médical, d'une violence. Il y a eu un moment d'incertitude, d'émotion qui a été tellement fort. On a jeté le bébé, l'eau du bain, la baignoire, la salle de bain, tout quoi. Donc il y a eu Medtech qui a eu un moment d'incertitude et d'émotion très fort, avec une exagération très marquée à la baisse. Sur tout ce qui est life science, il y a eu l'épisode SVB. Donc sur le financement des biotech, sur le financement des organismes de recherche de santé, où il y a eu un moment d'incertitude qui perdure encore un petit peu. SVB c'est réglé, mais il y a toujours cette crainte de financement des biotech. Et puis il y a eu d'autres sujets. Il y a eu un peu plus d'expiration de brevets que d'habitude, avec un peu moins de financement pour financer sa croissance. Et puis le prix des médicaments, qui est toujours un sujet, qui va rester un sujet, avec l'inscription d'une liste de 10 traitements sur Medicare. Donc pourquoi ça va rebondir? Donc déjà le positionnement il est beaucoup plus léger. Quand on regarde les notes de broker, les outlooks 2024, la santé n'est plus un consensus. Et puis je pense qu'il y a
des signaux de capitulation. En Europe, on a eu Sanofi, Bayer. Sur la medtech, je vous ai dit, il y a eu des crashs. Il y a eu des crashs extrêmement forts. Et particulièrement sur la medtech, en fait, on commence maintenant à matérialiser l'impact des traitements anti-obésité. Ça commence à se matérialiser. Les managements en ont parlé dans leur conf call. C'était tellement un sujet que c'était même avant les questions des analystes. C'était dans les remarques préliminaires. Et il y a eu des exagérations hyper fortes. Si je prends 2 exemples rapidement, Intuitive Surgical par exemple. Donc c'est une entreprise qui fait des robots chirurgicaux. 3% du chiffre d'affaires sur la chirurgie bariatrique, donc tout ce qui est lié à l'obésité, au surpoids. C'est 30% de baisse depuis la sortie. Bien sûr. Bon. C'est l'étude Novo Nordisk Select. Voilà. Sur l'orthopédie, en fait, à court terme, ça augmente le marché adressable pour l'orthopédie, puisqu'il y a certaines personnes qui sont trop obèses pour être éligibles. Oui, on est au début de l'évaluation des impacts et des conséquences de cette révolution des traitements anti-obésité. Il y a un rebond assez fort à venir. Pour conclure avec vous, Xavier, alors, stock picking first, bien sûr, mais est-ce qu'il y a dans des secteurs spécifiques dans lesquels vous vous dites que plus intéressant que d'autres d'aller regarder les dossiers? C'est pas du sector picking, c'est du stock picking. Donc il y a des très bonnes opportunités partout. Donc il faut se remettre à faire ce travail de recherche de sociétés qui sont de très bonne qualité, avec une valorisation attractive, de la visibilité. Et là, il y a vraiment des opportunités pour construire avec un horizon de temps d'investissement moyen-long terme très attractif. Et sans regarder tous les jours, ce qu'on disait tout à l'heure, on se fait ça une VL par an, on regarde une fois par an son portefeuille et on sera parfaitement gagnant. Non, mais comme on le dit beaucoup, Year of the Bond, le retour de l'obligataire, peut-être qu'il y a des points d'entrée historiques pour une génération, que ce soit sur le crédit ou sur l'obligataire. Vous dites là aussi, quand on fouille dans le marché, on trouve également des points d'entrée qui, à moyen long terme, normalement, doivent être récompensés. Exactement. Et ce que je disais tout à l'heure sur le marché de l'immobilier coté, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur ce secteur-là aujourd'hui, parce que finalement, ce secteur, publication après publication, même si ce n'est pas salué par le marché, on voit bien que finalement il y a de la bonne visibilité sur les loyers qui sont perçus, une décote par rapport aux actifs nets qui est encore trop importante. Et voilà. Et donc, si on ne se pose plus la question des taux qui empêchaient le secteur de vivre en bourse, là, on pourra revenir aux questions fondamentales. La visibilité qu'on a eue en disant les taux ne monteront pas plus et ils commencent peut-être à baisser, ça change tout. Ça change tout. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Xavier Deburen, directeur des investissements d'OTA Capital, Florent Martini, directeur de la gestion chez Trecento Asset Management et Gustavo Horenstein, responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management.